Bienvenue dans Popologie et aujourd'hui on va parler d'identité, d'amitié, de mentor, de Chopper, d'Aragorn, de Sam, de Shanks et de tous ces personnages qui nous ont aidés à comprendre un peu mieux qui on est. Hello. Hello. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Trop content d'être là. Bah écoute, moi aussi je suis très content de te recevoir. C'est toujours un kiff déjà de faire un épisode de Popologie et puis surtout d'avoir des invités de marque. Ta maman regarde, je passe dans Popologie, ça y est. Je sais pas s'il y a beaucoup de trucs à regarder, mais en tout cas à écouter, c'est sûr. Alors, dans cet épisode, on va parler de beaucoup de choses, mais on va surtout parler de comment on se construit et surtout est-ce qu'on se construit indéfiniment à travers les autres. Est-ce que nos potes, c'est ceux qui nous construisent? Est-ce que notre entourage nous construit? Mais avant ça, chers popologues, chers auditeurs, je vais vous présenter qui on a ici avec nous. Hippo, t'es prêt? Parce que je fais toujours un petit exercice Ah ouais? d'écriture. Parfois c'est foireux, parfois c'est bien. Tu me diras juste après. Vas-y. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un qui aime autant le Seigneur des Anneaux, One Piece que le PSG. Autrement dit, il a passé une bonne partie de sa vie à suivre des communautés qui rêvent d'atteindre un objectif qui est parfois impossible. Il est aussi l'une des rares personnes en Belgique à avoir assisté à une cérémonie de remise de prix en armure. Il est français d'origine, amoureux du Japon, des films de Koreeda, des univers de Miyazaki. Il a quand même préféré s'installer au pays des mitraillettes frites que des onigiri. Réalisateur, scénariste, il raconte des personnages qui cherchent leur place dans le monde. Et aujourd'hui, il a trouvé sa place dans Popologie. Mais je vais te la prendre pour toutes mes intros à partir d'aujourd'hui. C'est sur mon CV, cette phrase, elle est magnifique. C'est 5 000 $. 5 000 $. Et j'insiste sur le fait que nous sommes double champions d'Europe. Donc notre objectif est atteint. Et voilà, j'ai trouvé le One Piece finalement. Ben ouais, voilà, donc Hippolyte Lebovici, c'est comme ça que ça se prononce, hein? On le prononce comme on veut parce que même moi je sais pas. Ah ok, donc qui est réalisateur, scénariste et surtout qui est français, comme vous pouvez l'entendre, et de Paris, comme vous pouvez le double entendre. Il s'agirait d'avoir un accent. Alors, dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on entend depuis qu'on est gosse, hein, c'est sois toi-même, ce fameux conseil. Donc, merci pour tous ceux qui donnent ce génial conseil. Mais comment on fait? Comment on fait pour devenir soi-même? Est-ce qu'on est avec une identité qui est déjà toute faite? Est-ce qu'on la construit au fil des rencontres, des expériences, des histoires qui nous accompagnent? Et surtout, est-ce qu'on devient soi-même tout seul ou est-ce qu'on a besoin des autres pour y arriver? Aujourd'hui, on va parler de One Piece, de Seigneur des Anneaux et des X-Men, donc des récits dans lesquels la plupart du temps des héros cherchent leur place à travers une quête pour se définir dans le monde qui les entoure, mais surtout, on va essayer de comprendre aussi ce que normalement, donc je t'explique le lore de ce truc. Je l'explique à chaque fois, parce qu'il y a à chaque fois des nouveaux auditeurs, mais j'arrive beaucoup plus tard à bugger dans l'épisode. Ok. Parce que à chaque fois, je m'aventure à essayer de dire fondamentaux. Et je dis toujours fondamentaux. Fondamentaux. Donc là, j'ai bugué au début. Du coup, j'imagine qu'après, ça va être à l'aise. Donc, on va essayer de comprendre ce que ces histoires racontent de nous. Alors, quand on regarde, il y a beaucoup de grands héros de fiction. Ils savent presque jamais exactement qui ils sont au début de leur histoire. Tu prends X-Men, tu prends Naruto, tu prends Chopper, tu prends Harry Potter. Et en fait, tout ça commence avec une question qui est c'est quoi ma place? Est-ce que la société m'accepte, etc. Et il y a des psychologues qui sont attardés là-dessus. Donc, tu vas voir que de temps en temps, moi, je viens avec des infos qui sont des infos un peu factuelles, un petit peu tangibles, qui ne sont pas juste notre ressenti. Mais évidemment, notre ressenti est plus que bienvenu ici. Donc, Erik Erikson, donc, qui considérait l'adolescence comme une période centrale dans la construction identitaire.
Et il parlait d'une tension entre identité et confusion des rôles. Donc en gros, c'est tu te demandes qui t'es, mais en même temps, tu te dis à quel groupe j'appartiens. Est-ce que je suis encore un enfant? Est-ce que je suis un adulte? Quelle place je vais occuper? Tu te poses des questions sur le futur, mais sur aussi ton passé. Et en gros, dans la pop culture, tu as beaucoup d'œuvres qui racontent ça à travers différents personnages. Il y a aussi d'autres psychologues qui parlent de l'identité narrative. Et ça va un petit peu plus loin. C'est l'identité, en fait, comment tu te la racontes. Pas tu te la racontes, genre tu fais le malin, Hmm. mais plutôt comment tu racontes l'histoire de toi-même, ce que tu es, ce que tu as envie de devenir, c'est quoi ton passé, c'est quoi ton futur, c'est quoi ton présent. Et donc, j'ai une question pour toi. En tant que adolescent, en tant que jeune X-Men, qui est maintenant un grand adulte, hein, tu as eu ton anniversaire avant-hier, c'est ça? C'est ça, 29 ans. Joyeux anniversaire. Alors, quand tu étais ado, est-ce que tu savais qui tu étais ou est-ce que tu avais l'impression d'être encore en train de te chercher? Alors, qui j'étais, je ne sais pas. Par contre, ce que je voulais faire, oui. Moi, ma quête, elle a commencé très tôt. Comme tu l'as dit, je suis réalisateur et c'est quelque chose que je sais que je vais faire depuis que j'ai 13 ans. Donc quand j'ai eu 13 ans, ma mère me donnait 20 € par semaine pour manger à côté du lycée, Mhm, enfin du collège. Et j'allais toujours dans un restaurant chinois qui faisait des bols de riz à 1 euro. C'était pas encore la France de Macron. mhm, Et comme ça, j'ai pu le mettre de côté pendant un an pour m'acheter ma première caméra. C'était un Nikon 100D, je m'en souviendrai toute ma mhm, vie. Un Canon 100D peut-être, pardon. J'ai commencé à faire des films comme ça, en fait, avec des amis, très simplement. Donc c'est un rêve que j'ai eu à 13 ans et qui s'est réalisé assez vite, hein, parce que dès mon premier film, je suis complètement tombé amoureux de faire des films. mhm. Et je pense que toute ma vie, je cherche encore cette sensation d'accomplissement en fait, que j'ai eu la première fois que j'ai fait un film, parce que voilà, c'était quelque chose de très grand. Donc voilà, c'est quelque chose qui est venu très très tôt dans ma vie. De là à me définir en tant qu'être humain, je ne sais pas, mais en tout cas, ma quête était définie. Mais pourquoi tu avais envie de faire des films en fait? C'est très simple. De base, je voulais écrire des romans et c'est là que je suis dyslexique et que mes profs de français m'ont complètement passé l'envie d'écrire. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais dessiner. Je voulais faire des mangas absolument, parce que déjà fan du Japon. J'ai même pris des cours à l'AAA, l'Association des Arts Asiatiques de Paris. Il s'avère que j'étais médiocre, je ne savais pas dessiner du tout, pas deux yeux pareils. Donc vraiment, c'était deux yeux, pardon, pareil, c'était vraiment un enfer. Et du coup, il restait une seule solution pour raconter des histoires, à l'époque en tout cas, c'était faire des films. Et donc l'idée m'était venue parce que mon père, à défaut d'être très présent à ce moment-là de ma vie, a eu au Mhm. moins le bon goût de me laisser devant des Chaplin qui m'avait fait aimer le cinéma passionnément. Donc voilà. Ok, mais est-ce que peut-être ce qui t'a pas manqué dans ta vie, c'est un Un Charles père. Xavier? Pardon. J'ai eu un mentor qui est venu, enfin mon Charles Xavier à moi, c'est un gars qui s'appelle Arthur Joffé, qui est un réalisateur des années 80-90, qui m'a pris sous son aile à l'époque quand j'ai commencé à faire des films, qui était en plus une sorte d'ermite, hein. Il vivait reclus chez lui parce qu'il n'avait pas fait de film depuis bien une vingtaine d'années. Les scénarios s'étaient empilés dans ses tiroirs, mais pour des raisons assez obscures de production, il n'était plus autorisé à faire de films parce que Mhm. il avait eu une un échec commercial. Et donc à l'époque, voilà, on fait un échec commercial et notre carrière s'arrête là. Et donc c'est un mec qui m'a beaucoup appris du cinéma, qui m'a appris à regarder autrement. Et je suis ravi de l'avoir eu dans ma vie, ce vieil ermite. Et c'est quelqu'un à qui j'envoie encore régulièrement mes films et des nouvelles parce que je suis content qu'il puisse me voir évoluer. Ouais. Bah écoute, ça c'est super chouette à entendre, c'est super touchant. Et je pense que tous les gens qui ont été un jour les mentors de quelqu'un rêvent d'avoir aussi ce genre de relation où tu continues à voir tes mentorés, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, en tout cas les gens que tu as supervisés évoluer. Mais pour nos auditeurs, je vais juste expliquer qui est Charles Xavier. Donc Charles Xavier, en fait, c'est quelqu'un qui dirige une école fictive et qui fait partie de l'équipe des X-Men. Donc les X-Men, c'est quoi? C'est une équipe de super-héros qui a été rendue beaucoup plus populaire aux yeux de tous grâce à la série animée de 1997. Mais avant ça, c'était un comics créé par Stan Lee et Jack Kirby en 63 pour Marvel. Donc Marvel, ça, tout le monde connaît. Et les X-Men sont souvent présentés comme une histoire de super-héros, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas une histoire de super-héros, c'est pas une histoire de super-pouvoir, et je parle en particulier des X-Men. Les X-Men, le sujet, c'est vraiment la différence, la peur, le rejet, le regard des autres. Il y a beaucoup d'études qui ont montré aussi toutes les thématiques qui étaient abordées. Par exemple, le Smithsonian Institute, donc, qui montre vraiment que les X-Men parlent de préjugés, de discrimination envers ceux qui sont différents, que c'est souvent utilisé comme métaphore de minorité raciale, de personnes LGBTQ+,
de handicap, de neurodivergence, en tout cas, de toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les cases et la norme, et je fais des guillemets avec mes doigts quand je dis la norme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir aussi dans cette série et dans cette série de comics qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à la différence. Donc il y a Charles Xavier, mais il y a aussi Magneto qui est son rival et ami. Et c'est assez spécial parce que c'est en fait deux réponses à une même problématique. C'est comment tu fais face au rejet. Là où Charles Xavier fait une approche très pacifique et on va créer une école et on va apprendre à s'intégrer, entre guillemets, et à se faire accepter et à aider, etc., ceux qui nous rejettent. Magneto, il est plus dans le mode offensif. Hein, donc, c'est un peu la vision de Martin Luther King et de Malcolm X qu'on va retrouver dans le comics. Et donc, on a vraiment une approche qui va être plus sur la cohabitation, l'autre la confrontation. Mais bref, pour revenir à notre sujet, est-ce que, comme dans le comics, comme dans la série animée de X-Men, où en fait tu intègres une école pour apprendre à gérer tes pouvoirs et apprendre à t'intégrer dans cette société, est-ce que tu penses que on apprend progressivement qui on est? On le découvre toute notre vie, je pense. J'ai vraiment la sensation d'être en perpétuelle évolution, mais surtout en compréhension de soi. Moi, mon côté X-Men, ça a été il y a très peu de temps de me faire diagnostiquer du trouble borderline. Mhm. Donc voilà, c'est mon petit aspect mutant à moi. Et c'est quelque chose que j'ai compris parce que je regardais une interview de Hideaki Anno. Hideaki Anno qui a réalisé la série Évangélion et voilà, il évoquait son trouble borderline, qu'il Mhm. avait plusieurs fois frôlé la mort, du suicide. Enfin, il avait eu plusieurs tentatives de suicide à cause de ça. Mhm. Et jusqu'à ce jour, moi, dans ma tête, le borderline, c'était une insulte. Mhm. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, donc du coup, je suis allé voir sur Internet et d'un coup, tous les symptômes expliquaient l'entièreté de ma vie, l'entièreté de mes comportements. Et je te parle d'un truc, ça arrivait cette année, hein, vraiment, c'est très Ah, récent. Et d'un coup, tout a été éclairci dans ma vie, parce que toutes mes différences avaient une raison d'être. mhm. Moi, mes épisodes dépressifs que je vivais depuis que j'étais gamin, là, maintenant, ils étaient justifiés. Je n'étais pas juste dépressif, il y avait un moyen d'y remédier, parce que c'est, Dieu merci, une condition avec laquelle on peut remédier avec des médicaments, un traitement qui dure toute sa vie. Mhm. On ne peut pas guérir de ça, mais on peut vivre avec. Et je suis ravi de l'avoir su parce qu'en le découvrant, il y a une sorte de culpabilité qui s'en allait avec. Je n'étais pas simplement un mec bizarre qui avait des comportements nuls ou dérangeants, en tout cas dans les normes sociétales. Je n'étais pas seulement un mec qui aime très fort et qui déteste tout le temps avec la même intensité. J'étais d'un coup une explication. Je savais que je n'étais pas seul, donc j'ai commencé à me renseigner aussi un peu là-dessus. Même si il y a autant de troubles borderline que de personnes borderline, ça m'a permis de comprendre qui j'étais. Et c'est pas, est-ce que c'est quelque chose qui, dans ta vie, a fait que, à un moment, tu te dis, OK, fuck, là, je suis pas à ma place. Et puis, tout à coup, cette même place, tu te dis, non, mais en fait, je suis à ma place. Et où tu te poses à chaque fois la question de comment tu dois te positionner par rapport à un cercle social, par exemple, que tu fréquentes ou quoi. Moi, toute ma vie, ça a été un motif de rejet en réalité. Il y a toujours un moment, à tort ou à raison, où ce trouble provoquait le rejet de certaines personnes. Mhm. Ça pouvait être des inconnus, ça pouvait être des amis, mais encore une fois, c'est quand même particulier d'aimer à ce point. C'est quelque chose de très intense, l'amour et toutes les valeurs qu'on associe avec, et ça peut étouffer des gens. En tout cas, des gens peuvent se sentir enfermés dans ça. Moi, c'est marrant parce que même si sous traitement, maintenant, j'ai une prise de recul par rapport à tout ça. J'ai quand même l'intention d'aimer toute ma vie de la même façon. Mhm. J'aime beaucoup ma façon d'aimer. Elle est, comment dire, elle fait preuve d'une certaine fidélité envers les personnes que j'aime. Elle est peut-être irrationnelle, mais en tout cas, elle est totale. En tout cas, je trouve que mes amis comptent et que j'ai besoin de les savoir heureux et donc de les aider à leur montrer que je suis fier de ce qu'ils font, de ce Mhm. qu'ils sont. Et à la différence, je déteste autant. Moi, quand je déteste un film, je le hais de tout mon cœur. Quand je Mhm. déteste une personne, je la hais de tout mon cœur. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est ça le trouble borderline. Mhm. Donc c'est difficile à gérer, mais depuis que je suis sous traitement, voilà, j'ai trouvé le fin équilibre entre tout ça. Ça m'apaise. Et puis, malheureusement, comme je t'ai dit, ça a été une cause de rejet. Donc c'est aussi quelque chose que j'apprends. Je comprends. Là, récemment, j'ai vécu un gros rejet de la part d'une bande d'amis
euh, qui sans doute se sentaient étouffés par cet amour-là, alors que moi j'ai toujours été très clair là-dessus. J'aime à ma manière, je ne demande pas aux autres de m'aimer de la même manière, ils m'aiment comme ils peuvent et comme ils veulent. C'est pour moi le plus important en fait. On ne peut pas forcer les gens à les aimer comme on aime nous. Mm. Euh, et ça a été une profonde douleur, cette rupture amicale, parce que vraiment les ruptures amicales sont souvent plus terribles que les ruptures amoureuses. Et pourtant, passé cette rupture amicale, je me suis dit, est-ce que je dois vraiment changer la manière dont j'aime les gens? Je ne suis pas sûr d'avoir envie. Je pense vouloir continuer à aimer comme j'aime, parce qu'encore une fois, je trouve que ma manière d'aimer est absolue. Et peut-être qu'elle plaît à certaines personnes, et peut-être qu'on a besoin de gens comme ça. Et la preuve, c'est que j'ai retrouvé quelqu'un par la suite qui a été beaucoup là pour moi, pour me remonter le moral. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ah, en fait, on peut être aimé comme ça. On peut Mm. m'aimer comme ça. Et on peut m'accepter avec mes différences. Et Dieu sait qu'au début, il ne me supportait pas, cet ami. Et pourtant, avec le temps, on a tissé des liens très forts. Et il a été un vrai soutien émotionnel pour moi. Et c'est la première fois de ma vie que je bénéficiais d'un tel soutien émotionnel, tu vois. Mm. C'est très touchant ce que tu me dis, parce qu'en plus de ça, ça me parle beaucoup sur plein d'aspects. Donc, normalement, je ne suis pas censé me révéler dans ce podcast. On va se mais, révéler aujourd'hui. mais voilà, tu vois, il y a tout ce qui est. Enfin, tout ce qui est. J'aime pas quand. En fait, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la sensibilisation au TDAH. C'est vrai. Et donc, je suis TDAH sévère. Et bah, tu le vois bien dans mon studio. Il se disperse. C'est ça. Mais, et donc, ça m'a valu beaucoup de difficultés dans ma vie, de choses que je devais essayer de comprendre sur moi-même, de façons de réfléchir qui sont peut-être pas trop appropriées. Aussi de trucs où parfois, on a, je vais dire la façon péjorative dont les gens le Bien disent sûr. exprès, mais quand ils disent, ouais, c'est un autiste. Parce que tout à coup, je suis isolé, je suis tout seul. Et Hmm. puis après, 2 secondes après, je suis en mode plein d'énergie et tout. Euh, il y a quelqu'un qui m'est très proche qui me disait ah, tu te mets en mode mise à jour. Et donc, cette personne-là, par exemple, j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui enfin, qui m'a accepté tel que je suis, qui se posait pas trop de questions aussi sur comment j'étais et qui appréciait ça. Et un peu comme toi, tu vois, c'est des gens qui, en fait, finalement te disent ok, il y a un monde en fait où c'est possible d'être comme t'es et Hmm. d'être accepté tel que t'es, quoi. Parce que moi, perso, je viens d'un grand groupe de potes qui s'appelait les Pourlous et pour plein de raisons, finalement, je ne vais pas dire on s'est ignoré parce que c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt des choix de vie qui font qu'on a dû s'éloigner. Hmm. Donc voilà, parce qu'on avait des personnes en commun, parce que moi je pouvais plus fréquenter, enfin des choses comme ça. Et ça a été vraiment super, super dur pour moi parce que, en gros, je suis passé d'un groupe de potes, genre on est 10, à je suis tout seul, quoi. Hmm. Et du coup, mes potes, c'était quoi? C'était les collègues avec. Enfin, je dis ça comme ça, comme si c'était mal, mais finalement, tu te retrouves qu'avec des collègues de travail qui deviennent tes potes et tout. Et c'est pas la même chose, tu vois, parce qu'en fait, tes collègues de travail, même si tu t'entends méga bien avec, même si tu fais des trucs avec, ça veut pas dire que c'est tes amis, quoi, Bien tu sûr. vois. Ça veut pas dire que c'est eux à qui tu vas envoyer un WhatsApp pour dire, gars, je me sens pas bien, ou viens, on va boire un verre parce que j'ai envie de me changer les idées et tout, quoi, tu vois. Donc, ouais, il y a beaucoup de trucs que tu as dit qui me parlent. Et, mais en fait, c'est chiant que j'ai dit tout ça parce que j'avais une méga belle transition vers la Ah, attends, suite. parce que moi j'ai quelque chose à te rajouter sur ce qu'on Vas-y, vient de se rajoute dire, alors. mais finalement ça rejoint un peu la thématique des X-Men. Il faut trouver sa place dans ce monde. Alors trouver sa place dans ce monde, ça passe par deux manières. C'est soit continuer d'aimer, comme Charles Xavier, soit faire comme Magneto et à ce moment-là, être dans le rejet à force de traumatisme et de se dire mais tous les autres sont des gros bâtards, je vais m'en éloigner. Et c'est ça, trouver sa place dans ce monde, c'est réussir à trouver le juste équilibre entre les deux. Parce que je pense qu'il faut trouver des gens qui nous aiment pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on est, pardon, et qu'on aime pour ce qu'ils sont. Et à l'inverse, il faut s'éloigner de gens qui ne nous aiment pas pour ce que nous sommes, et sûrement lutter avec ce que nous sommes toute notre vie. Bah, écoute, c'est super beau ce que tu as dit. Et trouver sa place dans le monde, moi, ça me fait une très belle transition. Et si jamais tu n'y avais pas pensé, je pense que raconter des belles choses, peut-être tu devrais en faire ton métier. C'est vrai, peut-être qu'un jour j'aurai même une récompense pour ça, on sait pas. Hein. On ne sait On pas. sait pas. On va la chercher en armure encore. Alors, bah écoute, ouais, en parlant de trouver sa place dans ce monde, on va parler d'une autre œuvre que tu m'as proposée. Et cette œuvre, c'est One Piece.
et en particulier d'un certain personnage. Mais pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, donc One Piece, c'est un shonen manga Eiichiro Oda qui a publié la première fois en 1997. Et c'est un manga qui a plus d'une centaine de tomes maintenant. Je crois qu'on se rapproche des 140, si je ne me trompe Oh, pas. pas 140, mais on est bien à 120 là. Ah ouais, ok. Et plus d'un millier d'épisodes, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, voilà. Donc, bonne chance pour ceux qui veulent se lancer dedans. Du coup, c'est une œuvre dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Ce qui est la richesse de cette œuvre, entre autres, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ces personnages, ils ont tous, presque tous, une histoire à raconter. Une histoire aussi qui parle de trouver sa place. Une histoire qui va commencer soit avec du rejet, soit avec de l'acceptation de qui on est, de l'acceptation vis-à-vis des autres. Et donc, pour moi, j'avais plusieurs choses que je voulais aborder. On va parler de Chopper, on va parler de Nico Robin, et c'est des personnages du manga, je vais les expliquer plus tard. Mais est-ce que One Piece, pour toi, c'est une œuvre qui t'a aidé, qui t'a accompagné pour te comprendre? D'autant plus qu'il y a un truc très spécial dans cette œuvre avec le héros. Donc le héros s'appelle Luffy. Luffy qui a un objectif qui est de devenir le roi des pirates et trouver One Piece. Et il a des pouvoirs qui sont dus à un fruit et tout. Je vulgarise au maximum pour que ce soit accessible à tous, mais globalement, il a un objectif au début. Et si tu prends épisode 1100, je sais pas quoi, c'est toujours le même objectif. Mais c'est que moi, je peux pleurer en parlant de One Piece, hein. Tu l'as très bien résumé globalement, One Piece, en ce qui me concerne, c'est l'œuvre de ma vie. Et je pense que je suis pas le seul. Je pense qu'on est des centaines de milliers à travers le monde, parce que c'est une œuvre que j'ai commencé à lire quand j'avais 6 ans. Et depuis, là, j'ai 29 ans aujourd'hui, j'ai jamais raté un chapitre par semaine. C'est fou que cette œuvre, c'est plus qu'une œuvre que j'aime, c'est un accompagnement quotidien dans ma vie. C'est des leçons de vie que j'ai prises toute ma vie. Et Ichiro Oda est mon père, techniquement. Toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui et que j'essaie de véhiculer, c'est les valeurs de One Piece, c'est les valeurs de son héros, Luffy. Luffy, c'est quelqu'un qui accepte les autres pour ce qu'ils sont. À chaque fois, la première chose qu'il va dire à un personnage qu'il rencontre, c'est hey, mais rejoins mon équipage, t'es trop génial. Il voit un squelette, il dit mais rejoins mon équipage. Il voit un renne, mais rejoins mon équipage. À chaque fois, il est dans l'espèce de suracceptation de l'autre et il a ce rêve qu'il ne quitte pas tout le long du manga, à savoir je veux devenir le roi des pirates. Et c'est vraiment sa phrase phare. Le manga commence sur cette phrase, elle finira sans doute sur je suis devenu le roi des pirates, mais à quel prix? On verra. Je connais pas la fin encore. J'ai pas envie que ça se termine d'ailleurs, parce que le jour où ça va se terminer, ce sera le jour le plus triste du monde, sans doute. Moi, c'est un peu pareil. J'ai jamais, c'est un peu esprit shonen, quoi. Ne lâche jamais ton rêve, fais des films. Alors que je sais que c'est compliqué, mais pourtant j'ai Mm. continué. Et ça, je pense que je dois en très grande partie à Luffy. Mm. Comme tu disais, donc Luffy, c'est quelqu'un qui va accepter à chaque fois les autres pour ce qu'ils sont et il va leur demander de rejoindre son équipage. Et dans son équipage, on va s'attarder sur quelques personnages, mais il y a par exemple Chopper. Et Chopper, en fait, c'est en gros, Chopper, donc c'est un renne, mais en même temps, c'est pas un renne, parce Il a que mangé le fruit de l'humain, c'est ça. Et donc, du coup, il est moitié renne, moitié moitié humain. humain, donc c'est un renne qui se tient debout. Et il est rejeté par les humains, il est rejeté par les rennes parce qu'il ressemble trop à l'un ou trop à l'autre. Et jusqu'à ce qu'il rencontre l'équipage de Luffy, bah, en fait, il avait sa place nulle part. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce sentiment, comme on en parlait nous deux tout à l'heure, hein, donc d'être entre deux mondes et de pas trop savoir où est-ce qu'il faut se placer. Et est-ce qu'il y a que deux mondes, est-ce qu'il y a encore d'autres qu'on connaît pas. Et voilà, donc Chopper, il passe son enfance à être rejeté par les humains, il est rejeté par les rennes. Et est-ce que tu penses que c'est un personnage qui a tout à coup débloqué beaucoup de choses chez les gens? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu Chopper? Est-ce que toi, tu te sens Chopper? Alors moi, c'est mon personnage préféré de One Piece, c'est justement pour Ah. toutes les raisons que tu as évoquées, je pense, que ça soit conscient ou non, mais c'est un personnage qui nous touche directement, non seulement parce qu'il est très très kawaii, mais parce que son histoire est très belle. Et elle prouve bien que finalement, trouver sa place dans ce monde, ça passe aussi par les autres. Et se construire, ça passe non seulement par le rejet, mais ça passe aussi par l'acceptation des autres envers soi. Et Chopper, il est les fruits, sans mauvais jeu de mots, de tout ça. Il s'est construit
sur ce rejet, mais il s'est encore plus forgé sur cet amour. Et ce qu'on comprend, c'est que l'amour de Luffy pour Chopper, c'est quelque chose qui lui a permis de s'assumer. Chopper a, à partir de là, eu un rêve, parce qu'il voulait non seulement aider Luffy à accomplir son rêve, mais il fallait qu'il rêve lui aussi. Il voulait devenir le plus grand médecin du monde pour guérir le monde. Qu'est-ce que ça raconte du personnage? Sans doute quelque chose de magnifique. Et finalement, One Piece, c'est une question de transmission de la volonté. Et ça, je trouve ça très beau. Il faut se souvenir de cette phrase-là parce que tout One Piece, c'est ça. Euh, Avant Luffy qui voulait devenir le roi des pirates, il y avait un autre roi des pirates qui s'appelait Goldie Roger. Son rêve, c'était sans doute de devenir le roi des pirates. Je ne vais pas spoiler, mais ça veut dire qu'il y avait aussi quelqu'un avant lui. Et qu'en fait, il y a une question de volonté qui traverse le manga à chaque fois. Donc la volonté d'un, personne ne meurt réellement. Quand on Mhm. meurt, notre volonté persiste à travers le monde et se régénère chez quelqu'un. Dr. Clove, quand il meurt, il transmet sa volonté à Chopper, mais c'est le cas pour plein d'autres personnages. Barbe Ouais. Noire, c'est l'héritier d'un autre personnage, et on le comprend au fur et à mesure du manga. Et ça raconte aussi quelque chose de notre société, c'est-à-dire que un humain ne meurt pas quand on l'a oublié, il meurt quand on arrête de ni quand on arrête de prononcer son prénom, on meurt quand son rêve euh, disparaît en même temps que nous. Et c'est quelque chose qui traverse vraiment l'œuvre. Je suis en train de me radoter de ouf, je sais pas Non, où je non, non, vais. Je non, sais pas où vas-y, je vas-y, vais. vas-y. Euh, et cette question de la volonté, c'est vraiment la question de la vie dans One Piece et du souvenir. C'est pour ça que c'est une œuvre qui est très belle, c'est qu'au final, c'est une question de transmission de génération en génération. Quelque chose qui peut-être se perd un peu plus dans notre monde à nous, mais qui est quelque chose de bien réel dans One Piece. Il y a un autre personnage qui est très, très, très touchant dans One Piece. Moi, je sais pas pourquoi. En fait, si, je sais pourquoi, mais c'est marrant. C'est Nico Robin. Donc, on va arriver à une phrase qui est très simple, Qui est c'est très simple. «Je veux vivre». Je veux vivre. Et moi, cette phrase, elle me bute, en Je fait. pleure en voyant la Donc, case. vraiment, parce que donc pour les gens, il faut savoir, moi, mon motto, c'est tout le monde a le droit d'exister. Et donc, moi, ça me tient à cœur que les gens trouvent une façon d'exister. Sauf si tu votes Bardella, va te faire foutre. Mais en gros, les gens ont le droit d'exister pour ce qu'ils sont. Et donc, voilà. Et avec Nico Robin, en fait, donc c'est un personnage qui, pendant toute son enfance, a grandi en étant persuadée qu'elle était une erreur, que certains malheurs du monde arrivent à cause d'elle. Donc on lui répète qu'elle est une erreur, qu'elle ne devrait même pas exister. Quel est l'enfant du diable? C'est ça. Et en fait, elle mérite pas sa place dans le monde. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle elle croit. Et c'est ce qu'on lui répète tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au moment où elle rencontre Luffy et son équipage. Et Luffy la force, entre guillemets, en tout cas lui pose la question de s'exprimer sur ce qu'elle veut. Et c'est à ce moment-là aussi que euh, on a toute cette petite série de flashbacks, etc. Et qu'elle crie le «Je veux vivre». Moi, je peux pleurer hein, sur cette phrase. Vraiment, là, j'ai les frissons rien que d'en parler. Mais ce je veux vivre, c'est sa volonté à elle qui se manifeste d'un coup, c'est ce qu'elle veut devenir. Et d'ailleurs, on voit bien que le personnage change à partir de ce moment-là. Elle devient beaucoup plus lumineuse et attachée aux autres. Parce qu'elle a été acceptée pour la première fois de sa vie. Parce que Luffy a fait ce pas vers elle et a su voir en elle qu'il y avait autre chose que quelque chose de très négatif. Il a su voir le bon en elle directement. Et ça, c'est tout le personnage de Luffy, c'est qu'à chaque fois, il voit le bon dans les gens. Est-ce que tu penses que il y a... est-ce que déjà, il y a des œuvres où on se dit «Ah ouais, ok, cette œuvre vient de me prouver que j'ai le droit d'exister». Et puis, est-ce que tu penses aussi que on attend qu'on nous donne l'autorisation d'exister. Inconsciemment, hein, peut-être pas consciemment, tu vois, mais est-ce qu'on est en train de se dire, à un moment, ok, tant que je suis pas accepté, je vais me faire discret, voilà, je vais pas faire de vagues, ou peut-être qu'on n'est pas tous pareils, et que voilà. Alors, je t'avoue que je ne saurais pas trop quoi répondre à cette question. La question est très complexe, mais oui, encore une fois, la construction de soi-même passe par les autres. Je pense que si on accomplit nos rêves et nos exploits, nos rêves ne valent la peine d'être vécus que s'ils sont vus et vécus avec ceux qu'on aime. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à s'entourer de gens qui nous aiment et qui croient en nous, qui veulent nous accompagner le temps de faire le chemin vers notre rêve pour l'accomplir à nos côtés. Même si nos routes sont très différentes, que ton pote il soit dans des bureaux ou que tu sois artiste ou quoi, chacun a un rêve, que ce soit la construction d'une maison, que ce soit devenir le plus grand acteur du monde. Ça me paraît essentiel, vraiment, Hmm. de vivre son rêve. Moi, ça me sert à rien de devenir le plus grand acteur du monde si je peux pas le faire sans mes amis réalisateurs. J'ai envie qu'on accomplisse notre rêve ensemble. Mais est-ce que tu attends d'être... Comment tu vas savoir que tu es le plus grand réalisateur du monde? Le jour où je serai le plus libre.
Je le pense sincèrement. Donc, tu n'attends pas forcément qu'il y ait quelqu'un qui te valide derrière et qui dise OK, Hippo, c'est bon. Je pense que de toute façon, la validation dans le cinéma, elle vient souvent de nos pairs à travers des cérémonies de prix, que ce soit les Magritte, maintenant c'est les René en Belgique, les Césars pour la France ou les Oscars aux États-Unis. Je pense que c'est comme ça qu'on manifeste la première reconnaissance. Après, il y a aussi la reconnaissance du public qui parfois est très tardive, hein. Des films deviennent des classiques des années plus tard, souvent potentiellement à la mort Mhm. de leurs auteurs. Euh, mais en tout cas, il y a une chose qui reste, c'est la liberté qu'on obtient au fur et à mesure de films. Parce que le premier film à faire, il est très dur à financer, trouver les producteurs, c'est un enfer. Le deuxième, c'est tout pareil, il faut tout reprouver à nouveau. Le troisième, Mhm. s'il y en a un des deux qui a été mauvais, compliqué. Mais si un jour tu arrives à prouver que de film en film, tu as toujours réussi à en faire de bons qui plaisent, et ben là, tu as beaucoup plus de liberté. Je prends par exemple l'exemple de Wes Anderson. Wes Mhm. Anderson, c'est pas un mec, à mon avis, qui a une discussion avec sa boîte de prod qui lui dit ah, je suis pas forcément d'accord avec ce point du scénario. Je pense que Wes Anderson, il n'a pas de difficulté à faire financer ses films. Je pense que c'est l'homme le plus libre du Mhm. monde. Ils sont plusieurs comme ça. Miyazaki, c'est pareil. Il n'y a pas un mauvais film de Miyazaki, ça n'existe pas. Mhm. Miyazaki, dès qu'il a une idée, évidemment qu'on y va. Eh ben, c'est ça, c'est une liberté absolue. Et je pense que moi, en tout cas, à défaut de vouloir devenir le plus grand réalisateur du monde, mon rêve le plus certain, c'est de devenir le plus libre du monde. Mhm. Et donc, tout à l'heure, tu nous disais c'était qui ton personnage préféré. Et ce qui est bien avec One Piece, c'est que bah, tu vas toujours trouver un personnage qui va être ton personnage préféré. Il y a toujours un personnage qui va te ressembler Oui, plus qu'un autre. ils sont en milliers maintenant, les personnages de One Piece, hein. Ouais, c'est abusé, quoi. Qu'est-ce que tu penses que ça dit de toi que Chopper, ce soit ton personnage préf? Là, tu viens de me faire tilter, en fait, je pense. Je viens de réaliser que c'était sans doute pour les mêmes raisons, parce que je crois qu'on a un chemin assez similaire. Euh, mais oui, Chopper, moi j'ai une collection de figurines, hein. Je le dis sans arrêt, mais si vous avez envie de me faire plaisir dans la vie, vous m'offrez une figurine de Chopper. Je suis fan de ce petit personnage que je trouve non seulement très attachant et très mignon, mais qui aussi a une histoire tragique. Et donc, tu m'as Pardon, pris par qu'est-ce que tu veux me faire dire? surprise? Non, tu m'as pris par surprise parce que tu as mis un Ah, point à un pardon. moment, je m'y attendais pas. Sorry. Tu as vraiment dit, faites-moi plaisir avec Chopper, point. Point. Mais moi, je pensais que tu allais juste extrapoler sur le fait que Chopper veut guérir le monde et toi avec tes films aussi et tout. Mais Ah, c'est peut-être la putain, réponse alors, que peut-être que t'es mon psy, en fait, hein. Putain, ça c'est pas fera con. 65 euros, merci. Non, mais donc on va avancer sur la suite du coup. Et pour la suite, bah, on va parler d'autres œuvres qui nous plaisent et qui racontent beaucoup de nous. Donc bah voilà, on a eu Luffy, hein, donc Luffy, personnage qui sait ce qu'il veut, qui il est, où il veut aller. Et pourtant, bah, ça pose toujours plein de questions. Donc c'est simplement le fait que il le fait pas tout seul en fait ce truc. On est de retour pour parler de la suite. Et la suite, c'est de se demander, de se poser la question, c'est est-ce qu'on a besoin des autres pour devenir soi-même? Donc on a beaucoup d'histoires avec des héros solitaires, tu vois un peu le cliché du génie incompris ou de l'élu ou du self-made man ou des trucs comme ça, qui réussissent seul contre tous et tout ça. Et en fait, quand on regarde des grandes œuvres de pop culture, il y a beaucoup, beaucoup qui racontent surtout l'inverse en réalité. Donc, Luffy, il a son équipage. Frodon, bah, il a la communauté de l'anneau et en particulier Sam. Donc, et les X-Men ont leur école. Et puis, quand on s'attarde sur plusieurs œuvres, bah, tu vas voir qu'il y a toujours un entourage qui est là pour apporter quelque chose, apprendre quelque chose, donner une autre vision de la vie, etc. etc. Et finalement, bah, en fait, ces héros qui ont l'air super indépendants ont besoin des autres pour devenir eux-mêmes. Et donc c'est marrant parce que par rapport à ce que tu disais comme, comme objectif pour toi qui était d'être libre, à quel point tu penses que ça va être atteignable d'être libre si pour atteindre l'objectif d'être libre, tu as quand même besoin des autres? Ou est-ce que tu penses que tu n'as pas besoin des autres? C'est une question piège. Bah, moi, je vais prendre le trajet de Frodon vers le Mordor. Ça, c'est la quête de Frodon. Pour réaliser cette quête, donc là, c'est jeter l'anneau dans le Mordor, mais on pourrait l'associer à la mienne, être le plus libre, en tout cas se libérer de l'anneau. Il a besoin des autres. Il a besoin d'abord de la communauté de l'anneau, mais comme tu l'as souligné, il a besoin d'un Sam qui le soutient tout du long, qui Mm. le porte même parfois. Et trouver ce Sam, moi, c'est un peu mon rêve hein, dans la vie. Je pense qu'on aimerait tous avoir un Sam qui croit en nous et qui nous force à avancer, à continuer à avancer et à chercher dans nos forces, pour le faire en tout cas.
Maintenant, il y a quelque chose de tragique, c'est que quand Frodon attaque sa quête, moi, c'est ce qui me brise le cœur à chaque fois que je revois le Seigneur des Anneaux, parce que j'ai tendance à oublier la vraie fin du Seigneur des Anneaux. C'est que Frodon retourne à Hobbit Town, mais il n'y retourne que quelques années, parce que marqué par les traumatismes de tout Mm. son périple, de tout ce voyage jusqu'au Mordor, il n'en peut plus, il n'arrive pas à oublier, et donc il décide de rejoindre le Valinor pour vivre enfin en paix. Et je trouve ça terrible. Si tu avais un Sam, est-ce que tu tomberais amoureux de ton Sam? Je pense pas que je tomberais amoureux de mon. Non, moi Sam, je le vois vraiment comme un bon pote. Tu vois, C'est vrai? ouais, moi j'ai un dicton dans la vie, c'est il faut s'aimer comme des hobbits. Et je le pense J'aime bien. sincèrement. C'est ma notion de l'amitié. C'est comme ça que je le conçois. Et donc, du coup, dès que j'ai des potes, je leur dis ça. Il faut s'aimer comme des hobbits. Bah, tu sais qu'il y a des études aussi qui ont montré ce côté que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire d'avoir son SAM, ce que ça peut nous apporter. En fait, c'est un sociologue qui parle du Looking Glass Self. Et en gros, l'idée de ça, c'est on se construit aussi à travers le regard des autres. Donc, comment les autres nous voient, mais pas le regard des autres, leur jugement, mais plutôt le côté samesque Hmm. du truc, c'est-à-dire s'ils nous surélèvent, s'ils croient en nous, etc., on a envie d'être à la hauteur de cette Hmm. croyance, à la hauteur de cette confiance, à la hauteur de cette loyauté. Et c'est surtout pendant l'adolescence que ça c'est le plus marqué, ce phénomène, parce que c'est aussi le moment du développement identitaire qui va être vraiment lié à la nouvelle famille que tu te construis, parce Hmm. qu'avant ça, tu es avec ta famille, ton père, ta mère, tes oncles, tes frères, tes sœurs, tout ce que tu veux, tes cousins. Mais c'est pendant l'adolescence que tu te construis ton entourage choisi, ta Hmm. famille choisie, quoi. Et on va vite revenir un petit coup sur du Luffy, et puis après on va passer au Seigneur des Anneaux. Donc aujourd'hui, One Piece, c'est le record du plus grand nombre d'exemplaires publiés sur une même série par un même auteur, par un seul auteur. 500 millions d'exemplaires il y a encore quelques mois. Prends ça, J.K. Rowling. Et donc, chaque personnage, il est reconnu, élevé par les autres. Et ils deviennent tous eux-mêmes après avoir rencontré les membres de l'équipage. Et puis, on a Luffy qui est un des personnages les plus libres de toute la pop culture. Moi, j'avoue que le moment, en tant que personnage, comment il est construit, oui, c'est un personnage libre. Mais le moment du Gear 5, sorry, mais là, de montrer la liberté comme ça, tout le respect. Si je respectais déjà pas avant Oda, là, il le recevait à nouveau, quoi. C'est juste fou, en fait. C'est incroyable cette métaphore physique qui se manifeste aussi par le battement de ton cœur qui devient un tambour sur Ouais. lequel tout le monde danse. C'est fou. Ouais, mais donc, pour expliquer, pour ceux qui savent pas, donc, en gros, une méthode, une mécanique qui existe souvent dans le shonen, c'est de montrer l'évolution en termes de mentalité ou de puissance ou de capacité à travers une transformation qui va être souvent traduite avec une transformation physique, donc visible pour le lecteur d'un manga, hein. Et Luffy, en fait, il y a un moment, il a une transformation qui traduit cette liberté, et ça joue en fait avec les codes de la narration papier et de la narration dessinée, en fait. Et c'est ça qui est super fou, c'est que, pour expliquer brièvement, normalement, t'as Sangoku, il devient les cheveux en l'air, en pique, blond, machin et tout. Et en fait, dans Luffy, pour exprimer le côté liberté poussé à l'extrême, c'est qu'en fait, Oda va emprunter beaucoup de codes qui vont être liés au cartoon, à la Tex Avery, le fait de pouvoir transformer l'univers autour de lui, de encore plus lui se transformer et de plus rien subir d'une façon cartoonesque. C'est presque, il y a du Tom et Jerry qui s'invitent dans un manga, quoi. Et là, tu piches que dalle, t'es là, et le pire, c'est, même c'est les ennemis, en tout cas l'ennemi auquel il fait face à ce moment-là, il devient ridicule, il perd toute sa superbe et toute sa puissance à cause de ça, quoi. Tu Hmm. vois, je me suis emballé, j'en avais plus rien à foutre de mes questions. Mais c'est juste tellement ça me Non, fascine, mais ce truc. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est surtout la manifestation du rêve de Luffy. Luffy, il veut devenir roi des pirates, mais je pense aussi qu'il veut libérer le monde. Dès qu'il passe sur une terre, c'est souvent le récit de gens qui sont opprimés et qu'il va libérer. Et cette manifestation physique, elle se traduit non seulement par la légende de Joy Boy, le garçon de la joie. Mhm. Donc justement, il a ce rire qui ne s'arrête pas, hein, vraiment tout le long de sa transformation. Mais surtout, il est, comme il le dit, il se sent invincible et fort et il peut encore plus libérer
les gens comme ça, et tout le monde l'accompagne dans cette espèce de danse très caractérielle de ce qu'est le personnage. Mais du coup, ça le place dans une position de leader, alors que finalement, bah, il dépend des autres malgré tout. Et souvent, un leader, on le voit comme quelqu'un de solo, hein, et il reprend un petit peu cette place quand il a cette transformation, on va dire. Même si, bon, après, tout revient sur les rails habituels du manga, hein, mais il y a quand même quelqu'un qui est super important pour Luffy, qui lui montre, entre guillemets, cette notion de liberté, qui va lui apprendre aussi c'est quoi la hiérarchie, le respect des autres, les attentes des autres, etc. C'est Shanks. Et est-ce que Luffy serait devenu le Luffy qu'on connaît sans Shanks? Bah, Shanks, c'est une sorte de figure paternelle dans le manga, parce que le père de Luffy, comme tous les pères, a été absent, hein, évidemment, Dragon, occupé à faire la révolution, en l'occurrence. Donc c'est une sorte de... Voilà, c'est vraiment une figure paternelle pour Luffy, qui va lui transmettre sa volonté. Il lui transmet le chapeau de paille, et il va croire en lui. Ce qu'il dit à ce moment-là, quand il va sacrifier son bras pour sauver Luffy, c'est qu'il fait un pari sur l'avenir. Et je pense qu'il a réussi son pari, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était certainement aussi libérer le monde. Luffy le fait très bien. Et d'ailleurs, quelque chose qui est très beau dans toute cette œuvre, c'est que Luffy, dès qu'il quitte une terre qu'il a sauvée, il promet de revenir les voir. Hmm. À chaque fois, il fait cette promesse. On se reverra à chaque fois, que ce soit Vivi, Alabasta ou d'autres. Et je pense que Eiichiro Oda, étant un très grand fan de Goscinny, on finira sans doute One Piece sur un gigantesque banquet, hein, parce que Luffy est un gros glouton, où tous les personnages pourront se revoir une dernière fois. Et je pense que ce sera une des plus belles planches. Vous l'avez entendu ici en premier. Tu penses qu'il y aura un barde qui sera attaché à un arbre aussi? Évidemment. Et aussi par rapport à Shanks, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que c'est un mentor qui donne pas de leçons en fait. C'est un mentor qui démontre, mais qui explique pas. C'est pas Yoda, tu vois. Exactement. Il vient pas le dire à Luffy, en fait, la voix, c'est ci, c'est ça, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Il donne pas de Non, non, conseils, non, non. non, non. Il vient, il fait, et Luffy... Et c'est même pas que tu te dis que Luffy se dit ça, c'est juste que tu te dis, ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Même toi, en tant que lecteur, Mhm. tu dis, bah ouais, c'est ça qu'il faut faire, en Bah, fait. c'est le charisme de Shanks. Mais c'est vrai qu'en fait, il se dit, lui, ce qu'il se dit, Luffy, c'est il veut devenir pirate comme Shanks. Mm. Pas comme Goldie Roger, pas comme un, comme Shanks. C'est son modèle absolu. Donc vraiment, il prend la mer parce qu'il il veut former un équipage pour un jour retrouver Shanks. Chose très belle. Ils se sont recroisés peut-être 2 fois, mais à chaque fois, la première fois c'était sur, la première fois c'est sur Marineford qu'ils vont se recroiser, mais Luffy est évanoui donc ils peuvent pas échanger. La seconde fois, ils se croisent seulement sans se voir, mais ils sentent la présence l'un de l'autre. Et donc on sent que le jour où il y aura cette retrouvaille et cette promesse, hein, que a fait Luffy à Shanks, le jour où on se retrouvera, je te rendrai ton chapeau. Est-ce que ça va arriver? Peut-être, mais ça va être terrible. Rien que d'en parler déjà. Ah ouais, je peux pleurer en parlant de One Piece. Moi, je tiens vraiment à vous dire cela. Si vous pensez que One Piece est trop long pour être rattrapé, c'est pas le cas. L'animé, c'est certes intankable, c'est imbuvable parce qu'il y a des longueurs, il y a le récap, il y a le générique. Mais le manga papier, je pense vraiment que ça se rattrape en 3 mois maximum. Ça va très vite de lire One Piece. Et c'est une œuvre, il faut vraiment la vivre. Ce sera la plus grande aventure de votre vie. Il y aura jamais rien au-dessus de One Piece à partir de là. Et surtout, lisez-la avant que ça se termine. Parce que le jour où tout le monde saura ce qu'est le One Piece, bah, ça n'aura plus aucun intérêt. Ce qui compte, c'est la quête. Toi, est-ce que dans ta vie, tu as déjà eu quelqu'un qui te démontre comment il faut faire? Moi, je crois que j'ai eu des modèles de loin, hein, comme Shanks, de ah, j'aime tel réalisateur et son cinéma, et donc du coup, je voudrais faire tel film. En fait, toute ma vie de réalisateur, ça a été de voler des choses aux gens que j'admirais. J'ai eu une phase Terrence Malick où je voulais réaliser des films à la Terrence Malick avec de la voix off, très contemplatif. Bon, bah, cette phase est complètement. Des films où tu caresses du blé. Exactement. Et pourtant, cette phase est complètement derrière moi. J'ai eu une phase Gaspard Noé avec des grands néons rouges et tout ça. Mm. Et puis cette phase est complètement derrière moi. Et en fait, on se construit comme ça. C'est parce que j'ai eu ces différents modèles qui ne m'ont rien appris directement, mais qui étaient des gens que j'idolâtrais, que je me suis construit en tant que réalisateur. Donc, on va passer à la suite et on va enfin se rapprocher de l'anneau. Et là, on va parler surtout de Sam. Sam qui n'est pas un mentor, mais qui est plutôt un ami loyal. Et un ami loyal et un ami si bien écrit et si chouette que même Tolkien disait que Sam était son personnage préféré. Donc, il faut savoir que Sam était inspiré des soldats qu'il a connus pendant la Première Guerre mondiale, hein. Et donc, du coup, non, enfin,
si vous ne saviez pas ça et que maintenant vous savez ça, que Tolkien a été très traumatisé par la Première Guerre mondiale, vous allez aussi faire beaucoup de parallèles et comprendre beaucoup de choses sur son œuvre, hein. Et donc, en gros, c'est un personnage qui n'est pas un personnage héroïque, il n'est pas spectaculaire, il est juste... il est... Sam. Ouais, c'est ça. En fait, il a ce côté très accessible, très abordable. Et finalement, sa force, c'est ses valeurs et à quel point il a une force mentale pour pousser loin ses valeurs et faire exister ses valeurs jusqu'à ce qu'elles portent les autres. Alors que pourtant, il est dans le rejet, hein, tout le long de l'œuvre, tout le long de ce voyage, Monsieur Frodon ne fait que de le rejeter, hein, quelque part, Ça montre encore plus la force qu'il a de sa loyauté, quoi. clairement. Et est-ce que toi, tu as eu des Sam dans ta vie? Peut-être que j'en ai eu un temps, en tout cas, ils sont plus dans ma vie aujourd'hui, malheureusement, hein, on revient à cette histoire tragique de rupture amicale Mm. dont je peine à me remettre, malheureusement. Si vous entendez ce podcast, sachez-le. Mais oui, j'ai des gens avec qui j'ai fait un bout de route. Maintenant, des gens qui m'ont aimé comme Sam Frodon, avec du recul, non. Et c'est sans doute d'ailleurs pour ça que ces histoires d'amitié ont pris fin, ou sans doute elles ont dû prendre fin à cause de ça. C'est parce que je crois que moi j'aime comme Sam, mais que j'aimerais beaucoup avoir un Sam qui m'aime en retour. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je crois que c'est, en tout cas je l'espère, des rencontres qu'on peut faire tout le long de notre vie. Est-ce que c'est des rencontres qui doivent disparaître avec le temps, juste faire un bout de chemin ensemble, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que faire un bout de chemin, jusqu'à notre objectif, ce sera encore mieux. Il y a des gens qui ne rencontrent jamais aucun Sam dans toute leur vie. Donc, Terrible. on peut se dire que quand on a eu un Sam dans sa vie, on est chanceux. Et est-ce que du coup, les gens qui ont été des Sam dans ta vie, est-ce que finalement c'est vraiment des Sam s'ils ont juste été là pendant un moment? Bah, c'est une bonne question. Moi, malheureusement, je vais dire un truc un peu triste, désolé pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est ma construction par rapport aux autres, elle s'est beaucoup plus basée sur le traumatisme que dans l'amour. Ça a été souvent du rejet, et donc par conséquent, ma construction s'est forgée là-dessus. C'est très compliqué en réalité. Moi, j'ai eu l'inverse de ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont profondément tiré vers le bas, qui auraient pu faire de moi quelqu'un de très différent, qui aimerait autrement aujourd'hui, voire qui serait dans le rejet le plus absolu du monde. Et Mm. pourtant, bah non, j'ai continué à aimer de la même manière que je le fais et à être la même personne que je suis. Et c'est quelque chose de très compliqué, hein, parce que vraiment, j'ai un peu le sentiment d'aller de traumatisme en traumatisme, qui sont toujours provoqués par des gens, que ce soit un ancien meilleur ami que je considérais comme un frère, ou que ce soit une bande de potes qui disparaît du jour au lendemain. Mm. Est-ce que, je pose vraiment la question comme ça, mais est-ce que du coup, ça te fait poser des questions sur toi? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Bien Ou sûr. est-ce que, enfin, parce que il peut se passer des choses dans ta vie et sans le moindre jugement ni sur toi ou ton groupe de potes, ou ni, c'est pareil pour moi, hein, parfois ça dit des choses de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas Hmm, fait, comment on a géré, comment on n'a pas géré bien sûr. justement. Et est-ce que le truc important, c'est pas de tirer une leçon de ça et après de voir comment on se sert de cette leçon? Bah, moi, il y a deux choses. Déjà, je pense que la communication est clé et je pense qu'on peut changer pour les gens qu'on aime. Et donc, si les choses qui dérangent dans une amitié sont évoquées, sont mises sur la table, ils disent voilà, je t'aime, mais c'est vrai qu'il y a ça, on peut en discuter et je pense qu'on peut changer. Mais si on a accumulé tellement de rancœur en soi et que du Mhm. jour au lendemain on dit en fait j'en peux plus, je te quitte, bon, bah, personne n'en sort grandi et tout le monde en sort triste. Donc, vraiment, sachez-le, la communication c'est la clé. On est dans une amitié comme on est en couple. Sans communication en couple, bon, bah, ça sert à rien. Déjà, de un, il y a ça. Et puis moi, après, ça a été des longues périodes de remise en question. Je pense pas que je sois parfait, encore une fois. Mon trouble a été pour beaucoup, mon trouble borderline a été pour beaucoup. Et ce que je peux tout à fait entendre, parce que c'est déjà beaucoup pour moi à gérer, alors qu'est-ce que c'est Mhm. pour les autres. D'autant plus que, bon, bah, je t'épargne la psychophobie, mais parfois c'est aussi de la méconnaissance. On a beau faire preuve de pédagogie, on a beau expliquer ce qu'est ce trouble et qu'est-ce qu'il provoque chez nous, et quels sont les triggers qu'il faut éviter de reproduire pour que ça s'active, eh ben, pourtant il y en a qui comprennent pas et qui continuent à aller sur ce terrain-là. Alors c'est compliqué. C'est pour ça que je te dis, trouver des gens qui nous acceptent comme on est. Moi, je prends l'exemple de ma meilleure amie, elle le sait très bien. Je suis très conscient de ses défauts, mais jamais ces défauts feront que ça sera plus ma meilleure amie. Je l'accepte avec l'entièreté de ses défauts et je n'ai pas du tout honte de le dire. Je suis ravi qu'elle en ait et je suis ravi de continuer à l'aimer pour ce qu'elle est, dans ses côtés positifs comme dans ses côtés négatifs. Mhm. T'es quelqu'un qui est rancunier? Très.
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est un vrai problème. Enfin, c'est un problème, oui et non. En fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'instinct. Au début, je pensais que c'était de la paranoïa. En fait, vu que ma paranoïa m'a toujours donné raison, techniquement, ça devient de l'instinct. Euh, et, euh, et, euh, et en fait, j'ai toujours senti les gens très vite. Du moins, c'est ce que je pense au premier abord, c'est que voilà, si quelqu'un va me faire du mal, vu que j'ai déjà vécu ça, je le sens et je mets tout de suite une distance. Bon, bah, parfois, fun fact, je me suis trompé, donc ça m'a rattrapé. Euh, et à ce moment-là, ouais, j'ai une rancœur, mais qui est une rancœur assez triste en réalité. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est très drôle, mais j'ai perdu mon meilleur ami il y a 2 ans. Alors, pas perdu dans le sens il est mort. D'ailleurs, si tu nous écoutes, va te faire foutre. Euh, mais on s'est quitté il y a 2 ans, et cette nuit, mais vraiment cette nuit, j'ai fait un rêve, tout ce qu'il y a de plus réaliste de notre dernière soirée ensemble. Et c'est terrible parce que ce traumatisme ne me quitte pas et ça naît de la rancœur. Et c'est une vraie question. C'est nous, on a eu la chance, entre guillemets, de ne pas se revoir depuis 2 ans, mais comment est-ce que je réagirais à quelqu'un qui m'a traumatisé? Hmm. Est-ce que ça serait une frappe dans la gueule? Est-ce que je me mettrais à pleurer? Est-ce que je l'ignorais? J'en sais rien à ce jour, tu vois. J'ai 2 questions. Vas-y, vas-y. Euh, Séance de psy, les amis. Sam, tu penses qu'il dirait sois rancunier? Mais Sam, il serait pas comme ça, mais c'est ce que je voudrais te dire aussi, c'est que je crois qu'on se construit par rapport à un idéal. Moi, j'ai très conscience qu'il y a une version idéale d'Hippolyte qui existe, Mhm. en tout cas dans mon imaginaire, mais que cette version-là, pour l'instant, elle se manifeste pas et qu'elle a du mal à exister dans le concret, Ouais. dans le réel. Ça serait vraiment quelqu'un qui soit totalement dépourvu de colère et de haine. Malheureusement, bah, c'est vrai que quand on grandit avec mes traumatismes, parce que tu vois, le rejet, comme je disais, moi, c'est quelque chose qui a commencé dès l'enfance, Mhm. euh, c'est dur de pas être rancunier envers le monde, c'est dur de continuer à s'attacher aux autres, et pourtant, d'une certaine manière, je continue à m'attacher aux autres et à les aimer et à les chérir, bien qu'il y ait une forme de colère qui reste de trauma en trauma, tu vois. Mais, Mais je sais que ça me dirait, c'est pas bien. mais du coup, ta rancune, elle te sert à quelque chose. Non, elle est inutile, elle est juste douloureuse Ah pour bah moi. pourtant, c'est ce que tu viens d'expliquer. Là, je fais mon psy. Ouais, mais tu vois, genre, elle m'avance à rien, cette colère. Elle me fait du mal à moi-même, elle fera du mal à personne d'autre qu'à moi-même. Elle me donne pas un leitmotiv elle me donne pas un motif dans la vie qui me permettrait d'avancer Ouais. plus vite ou plus fort. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas l'esprit shonen en mode ah, Mhm. j'ai rencontré une difficulté et donc du coup je deviens beaucoup plus fort en m'entraînant. Non, j'avance à rien avec ça, pas du tout. Mhm. Non, mais pourquoi ça m'intéresse hein, en particulier, enfin tout m'intéresse en soi, hein, mais c'est parce que moi je suis pas vraiment rancunier. Moi je suis pas Hmm. du tout même rancunier. Euh, il y a plutôt un truc de, il y a des gens avec qui j'ai plus de contact ou avec qui je parle plus pour certaines raisons qui vont être plutôt des raisons de des valeurs ou des valeurs différentes, des choses comme ça. Mais en soi, j'ai pas de colère vis-à-vis de quelqu'un. T'as tellement de chance. Ben, en fait, j'ai de la colère sur le moment même, tu vois, je Hmm. peux m'énerver sur un truc, etc. Et puis après, je dis fuck off, et puis tant pis, quoi, tu vois. Je pars souvent du principe que, bon, bah, les gens, ils ont leur vie, ils ont un moment, peut-être qu'ils vont réaliser, peut-être pas, etc. Tant pis, tu vois. Mais j'ai pas trop ce truc de rancune. Je sais pas pourquoi, hein, en vrai, hein, je Hmm. saurais pas expliquer pourquoi j'ai pas ça. Et, mais voilà, quoi. C'est pour ça que j'essaie de comprendre, tu vois, parce que je me dis, tu vois, les gens, ils se comportent d'une certaine façon parce que, ben, soit ils en ont un bénéfice psychologique ou réel ou voilà, concret, abstrait, peu importe, tu vois. Et la façon dont tu m'expliques la rancune, dans ma tête, je me dis, ah ouais, c'est un peu comme un bouclier. Tu te protèges de quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vois. Hmm. Et du coup, moi, ça me fait juste poser une question sur moi, c'est pourquoi moi, j'ai jamais de bouclier, en fait. Moi, je suis là, je me promène avec une épée en bois dans la forêt. Je pose cette question à mon psy, Calixte. Calixte, pourquoi je suis pas Pourquoi? rancunier? En parlant de toutes ces amitiés, est-ce qu'il y a des amitiés qui, d'une façon ou d'une autre, en fait, t'ont permis davantage d'être toi-même? Parce que tu parles d'un Hippolyte idéal, mais donc, est-ce que ces ruptures d'amitié te poussent vers ça ou t'en éloignent? C'est compliqué, c'est sans doute un peu des deux, parce que comme je te dis, il y a une remise en question qui se fait. Je pense que les gens nous quittent jamais sans vraie raison, ou alors c'est vraiment des gros bâtards. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est très douloureux. Ne soyez pas Mhm. comme ça. Ne traitez pas vos amis comme vous traitez les mecs sur Hinge, c'est nul. Et donc, du coup, tu vois, il y a cette question, il y a vraiment cette remise en question qui se fait sur ah, peut-être que j'aurais pu mieux faire ça, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, peut-être que si j'avais mieux écouté, j'aurais pu voir les signes. Encore une fois, c'est de la communication. Aimez vos amis pour ce qu'ils sont, mais aussi apprenez à leur communiquer quand ça va pas.
Maintenant, c'est vrai que cette colère, en fait, elle s'accumule malheureusement. J'aimerais bien te dire qu'un trauma remplace un autre. Non, c'est des traumas qui s'accumulent. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué, en fait, d'aimer de tout son cœur. Ça devient de plus en plus compliqué d'avancer sans colère. Et c'est vrai que la colère, ça nous ronge foncièrement. Moi, ça bouffe mes nuits à fond. Euh, J'espère qu'un jour, j'arriverai à être en paix avec ça. Et je pense qu'il faut laisser du temps. Mais c'est ce que je te disais. Il y a des fois où j'ai la sensation que ça y est, j'ai oublié. Et puis, je me réveille une nuit en ayant fait le rêve le plus terrible et le cauchemar le plus réaliste. Qui me rappelle à ça très fort, quoi. Ouais, mais je comprends parce que, tu vois, tu as dit beaucoup trauma. Moi, tu vois, je ne sais pas si à chaque fois que tu as dit trauma, je dois comprendre trauma ou est-ce que parfois c'est aussi blessure. Ça peut Euh, l'être. ouais, parce que tu vois, je me dis que bah, un trauma, enfin, je ne connais pas les histoires en détail, hein, mais en gros, un trauma, bah, c'est plutôt quelque chose dont tu t'es pas remis. Une blessure, c'est quelque chose que tu peux constater. Il te reste une cicatrice et tu dis, j'ai pas envie de revivre ça, tu vois. Hmm. Et du coup, bah, la ligne est fine entre les deux, hein, mais en soi, il y a quand même quelque chose qui fait que un trauma, je me dis, c'est réparable. Une blessure, ben, ça fait partie de l'histoire, quoi. Ouais, malheureusement, c'est vraiment des traumas, hein, selon ta définition. Ou en tout cas, c'est une plaie qui prendra beaucoup de temps à se refermer. Mais moi, je me souhaite vraiment de guérir et de trouver des gens qui Ouais. m'aiment comme ça, même Frodon. J'adorerais ça. Ouais, c'est compliqué, hein. Je pense que je suis pas le seul, mais on se construit malheureusement sur nos traumatismes aussi, quoi. Non, non, et aussi, juste, moi, je dis des trucs avec mon instinct et tout. Donc voilà, moi, je suis pas psy, hein, donc On n'est pas psy du tout, les amis, hein. non, non, Nous c'est sommes ça. dans un comptoir de PMU. Donc, Voilà, on refait le monde. non, on est quand même un petit peu plus cultivé que ça. Donc, alors, on va avancer dans l'épisode parce qu'on va bientôt arriver déjà à la fin, hein. Ça Hmm. fait déjà une bonne heure qu'on parle. Mais on va parler de... on va parler, tout à coup j'ai pris un accent allemand, je sais pas pourquoi. Nous allons parler. Parle. Donc on va parler de Aragorn et en fait Aragorn il incarne une vision qui est très spéciale de la construction de soi, qui est que lui en fait il sait qu'il est dès le début, mais il veut pas ça. Et ça c'est assez spécial. Donc en gros, hein, donc dans plein d'histoires, on suit surtout un héros qui va petit à petit avoir des épreuves, etc. Et puis après, il va avoir un voyage initiatique, quoi. Et puis tout à coup, musique, et il comprend qui il est. Il se rappelle de ses mentors qui lui font des citations un peu en transparence dans le coin de l'écran, tu vois. Et il assume sa destinée. Ça, c'est dans les films, dans les fictions. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est pas que tu dors et tu te réveilles et tu dis, je sais qui je suis, tu Non. vois. Non, 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 pas du tout. C'est quelque chose que tu fais petit à petit et peut-être même que tu n'arrives pas à une conclusion même à la fin de ta vie, quoi. Je vous dirai, hein, si vous continuez, si je ferai un épisode de popologie sur mon lit de mort. Donc, alors, en gros, ça donne souvent dans les fictions l'impression que l'identité, c'est une destination à atteindre, Hmm. alors qu'en réalité, son identité, c'est plutôt un voyage et c'est quelque chose que tu fais petit à petit. Dans le cas d'Aragorn, il y a quelque chose de très fascinant. Donc, comme je disais, c'est il cherche pas, il sait qui il est, il connaît déjà son identité, il sait qu'il est l'héritier du Gondor, il sait qu'il doit devenir roi, enfin il pourrait devenir roi, et il veut, je ne sais pas s'il veut pas l'accepter, mais en tout cas il met du temps à l'accepter. Hmm. Donc, et ça c'est intéressant parce que son problème à lui, c'est pas qui est-ce que je suis, son problème c'est est-ce que je suis prêt à devenir cette personne. Et du coup, ma question pour toi c'est est-ce que tu es prêt à devenir le Hippolyte idéal? Est-ce que la partie la plus difficile, c'est pas de se connaître assez pour accepter de devenir la version la plus aboutie de qui on est en fait? Bah, c'est marrant parce que, bon, déjà, il y a deux choses. Aragorn est un idéal que je pense est inatteignable. Vraiment, c'est la figure parfaite. Il est parfait. Voilà. On ne pourra pas faire mieux qu'Aragorn. On ne peut pas être un meilleur être humain qu'Aragorn et Viggo Mortensen. C'est impossible. Euh, Maintenant, moi, comme je te disais, je visualise de manière très concrète à quoi ressemble le hippo idéal, tu vois. Mais j'arrive pas à le reproduire en société parce que c'est sans doute quelque chose qui
à ce jour, est sans doute assez performatif d'être ce que j'arrive pas encore à être. Et je pense qu'il faut savoir être convaincu de ce qu'on est pour l'être réellement. Je pense que ça prendra du temps. Il y a des moments de ma vie où j'essaye vraiment d'être dans la bienveillance. À mon âge très avancé, 29 ans, euh, c'est un peu de temps pour moi de passer le flambeau à la génération d'après. Et donc j'essaye d'avoir un peu cette figure de mentor, pas du tout paternaliste ou quoi, mais vraiment si je peux aider de quelque forme que ce soit, je le ferai avec plaisir. Et c'est important pour moi en fait d'être celui que j'aurais aimé rencontrer. Ça me paraît essentiel de continuer, en tout cas dans cette voie-là. Et je leur dis toujours, mais un jour, ça sera à vous de repasser le flambeau et de donner cette main que je vous ai tendue, tu vois. Donc voilà, Mm. Et est-ce que tu veux nous dire à quoi ressemble le hippo idéal? il est très 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 gentil. Et il râle pas et il dit pas de gros mots. Ben, est-ce que c'est pas ça qui fait que tu es toi? Mais moi, j'ai le fils de pute très facile. Ouais, mais ok, mais bon. Moi, je suis français, les gars. Ouais, ouais, mais bon, enfin, tu vois, tu peux être gentil et dire fils de pute à ceux qui le méritent, quoi. Bah, en fait, c'est marrant parce que je suis quand même traversé par des identités qui sont complètement radicalement opposées, tu vois. Je veux dire, je suis très attaché à. Tu vois, moi, j'ai grandi dans le milieu queer. Donc vraiment, c'est des drag queens qui ont fait mon éducation de jeune homme. C'est des drag queens qui m'ont sensibilisé au sujet féministe, aux causes féministes et aux causes LGBT. Et pourtant, je suis un connard qui aime le foot foncièrement, tu vois. Je veux dire, Mm. donc je suis une multitude d'oppositions et j'en suis très conscient dans la façon dont les autres me perçoivent. Parfois, on me reproche d'être soi-disant très pro-féministe, pro-LGBT, mais d'aimer le foot, et on me dit oui, mais c'est contradictoire. Et je comprends que ça le soit. Malheureusement, c'est ce que je suis aussi, tu vois. Et c'est compliqué en fait de trouver ce qu'on est, enfin en tout cas de s'assumer tel qu'on est. Moi, j'essaie de le faire de plus en plus parce que je considère que rien n'est inconciliable et qu'on peut complètement accepter d'être traversé par des différences qui sont parfois complètement antinomiques. Mais c'est quelque chose aussi que la société doit pouvoir accepter, tu vois. Mais par exemple, pour le foot, donc, moi je suis pas un footeux du tout, Ouais. mais bon, voilà, je sais que ça existe. En soi, tant mieux pour ceux qui aiment. Mais en quoi c'est contradictoire? Enfin, j'ai une idée, c'est une fausse question, mais en quoi pour toi c'est contradictoire? Moi, je suis très objectif sur la question parce que je les fréquente au quotidien. Mais Ouais. un supporter de foot, c'est très con, c'est très violent. On le voit bien avec le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai souvenir de, pas cette Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions d'avant, d'avoir assisté à des comportements mais giga problématiques de mecs qui se pensaient tout permis parce qu'on avait gagné, qui allaient agresser des meufs. Il n'y avait plus de retenue du tout. Ça devient des animaux qui pensent que. Enfin, il y a une espèce d'instinct primaire comme ça qui revient quand on gagne, qui est fou, ou même quand on perd. Et c'est pas quelque chose de sain du tout. Et en fait, on apprend à faire société les uns et les autres ensemble. Et puis même, en fait, le football, c'est un environnement très masculin et très toxique, hein. Dans un vestiaire, c'est très machiste. Je pense même que c'est assez homophobe un vestiaire, pour rien te cacher. Je pense qu'il y a des insultes au sein même des vestiaires qui sont sans Mhm. doute très LGBTophobes. Donc c'est compliqué, c'est des espaces très masculins, alors qu'aujourd'hui, on essaye et à raison, démasculiniser la société, et il faut le faire. Ouais, je pose la question parce que tu vois, je me dis, en fait, je voulais surtout t'entendre dire ça parce que tu es plus légitime que moi par rapport au foot et aux valeurs que tu vois dans le foot. Et je posais la question parce que je trouve que personnellement, c'est des valeurs qui, de toute façon, ne sont pas acceptables dans la société. Hmm. Et c'est pour ça que je me dis, c'est pas en contradiction forcément avec un milieu queer ou quelque chose comme ça, c'est plus avec l'humanité en fait, tu vois. Bien sûr. Et voilà quoi, finalement, tu vois, les valeurs qui sont positives sont très universelles, on le retrouve dans toutes les communautés. Et effectivement, ça fait un peu discours très pacifiste, bisounours, machin et tout. Mais au final, le monde, il est très simple, hein. Si on est tous sympas, on est tous gentils, tout se passe bien. Bien sûr. Mais Donc tu voilà. sais, un stade de foot, c'est quelque chose qui est très représentatif de la société parce que déjà, il n'y a plus de classe sociale. Dans un stade de foot, on est tous assis les uns et les autres et on supporte la même équipe, on a la même volonté qui gagne. Donc il y a quelque chose quand même de très beau qui peut se passer dans un stade de foot, j'en suis conscient. Tu vois, Mhm, j'ai vécu 2 finales de Ligue des Champions entouré de parfaits inconnus qui sont le temps d'un soir devenus mes frères. mhm. C'est quelque chose de très fort en réalité, tu vois. On est tous animés par la même passion un soir. Mais moi, j'oublie pas, tu vois. J'assiste à des comportements, à des phrases. Il y a des insultes dans le foot que je trouve intolérables, quoi, tu vois. Genre vraiment les Ouais, insultes homophobes. Moi, ça me casse les couilles, vraiment premier ouais. degré, quoi.
Et tu penses pas qu'il y a besoin d'un Aragorn dans un stade de foot histoire de remettre de l'ordre dans tout ça? Mon rêve. Ousmane Dembélé qui se révèle être Aragorn et qui dit C'est les ça. gars, non, 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 on est tous unis derrière le foot, mais pas, pas d'homophobie. Et bah, écoute, on va revenir au Seigneur des Anneaux. Et en fait, on va reparler d'Aragorn parce qu'il y a toute l'acceptation de qui il est. Et c'est presque une démonstration du syndrome de l'imposteur, en fait. C'est Hmm. assez marrant parce qu'il a, il a les compétences, hein, il a la légitimité, mais il doute. Il doute et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la société, et en particulier chez les minorités. Et voilà, il y a, enfin, la plupart des minorités, et je veux parler surtout dans le monde pro, les femmes qui vont se sentir moins légitimes à un poste, ou en tout cas remettre plus en cause un certain poste par rapport à un homme qui va se dire yeah, YOLO, moi je maîtrise. Hmm. Enfin voilà, je vais même pas refaire. Enfin, déjà, c'est un autre sujet, donc je vais pas me plonger là-dedans. Et puis surtout, bah, il y a déjà beaucoup d'autres personnes qui en parlent. Suffit de faire la petite recherche sur TikTok des mecs qui pensent qu'ils savent piloter un avion, ça me fait trop rire. Donc voilà, faites cette petite recherche juste pour vous faire une idée de quoi on parle avec ce syndrome de l'imposteur qui n'atteint surtout pas certaines personnes. Mais donc, en gros, le doute, c'est pas forcément le signe qu'on n'est pas prêt. Parfois, c'est simplement le fait que ça accompagne des grandes responsabilités. Et ces grandes responsabilités, en gros, il faut être prêt à les assumer. Donc, ben, je pense que le Hippolyte idéal, ben, il attend ces grandes responsabilités peut-être pour pouvoir les assumer et devenir qui il doit être. Ah, Le roi, en j'espère. fait. Le roi Hippo. Le roi du Mordor. Et, Pardon, j'ai dit le roi du Mordor, n'importe. Le roi du Gondor. Je suis fan du Seigneur des Anneaux, je suis un fin connaisseur. ouais, c'est ça. Et il y a aussi autre chose qui est le fait de renoncer à tous les possibles qu'on pourrait être, hein. Et je crois que c'est aussi un truc qui est très très important. Moi personnellement, c'est un truc qui, je ne vais pas dire qui m'a atteint parce qu'on dirait que c'est une maladie, mais en tout cas qui me parle beaucoup. C'est en fait, il y a des psys, Marcus Hazel et Paula Nurius, qui parlent des possible selves. Et en gros, c'est les versions possibles de nous-mêmes, la Hmm. personne qu'on rêve de devenir, la personne qu'on craint de devenir, la personne qu'on pourrait devenir. Et en gros, bah, c'est un petit peu tout ça, c'est de renoncer parce que rien ne vient avec aucun sacrifice. C'est de renoncer à telle destinée ou telle autre pour devenir une qu'on va assumer pleinement. Et je crois que c'est aussi ça qui rend très difficile de devenir qui on est vraiment, quoi. Aragorn, bah, on peut se projeter et se dire que si un psy, s'il allait sur le divan d'un psy, il lui dirait en fait, tu as un possible self qui est gigantesque, devenir roi, et ça veut dire que tu dois assumer ton héritage, prendre ta place, et que ça veut dire aussi que si tu as un échec, il aura des grandes conséquences, Hmm. et qu'il va falloir l'assumer, et peut-être que tu pourras pas en revenir, quoi. Du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, tu as peur de devenir la personne que tu pourrais devenir? Est-ce que tu penses que les gens s'empêchent de faire ça parce qu'ils ont peur, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Bah, moi, je pense que je me construis beaucoup plus par opposition à ce que j'ai peur de devenir que par idéal de ce que j'aimerais atteindre. Mhm. La version d'Hippo dont je te parlais, qui est sans doute très sympa et compagnie, je n'ai pas l'impression d'orienter ma vie entière vers ce modèle. Par contre, je sais que je combats une version négative de moi-même que j'ai pas du tout envie de devenir et qui, comme je te le disais, est sans doute une réponse à des traumatismes et à des côtés négatifs que j'ai pu vivre, expérimenter. Donc ouais, c'est essayer de ne pas devenir le sale con, quoi. Enfin, et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on a en grandissant. C'est comment ne pas devenir un vieux con. Là, c'est pareil pour moi. Donc, Aragorn, il devient ce qu'il devait devenir. Frodon, lui, ben, en gros, il était déjà qui il devait être. Et il revient transformé. Et comme tu disais, il revient transformé. Il sauve le monde, mais il est Défiant lui-même. traumatisé. Ouais. Donc, et il ne peut pas redevenir la personne qu'il était avant son voyage. Et ça, c'est un petit peu, c'est plus proche de la vraie vie, de ce que vivent les gens, en fait. C'est peut-être aussi ce que tu m'expliques quand tu me parles de trauma, etc. Hmm. Donc, peut-être tu as un peu de Frodon en toi, tu Bah, vois. moi, c'est un vrai combat que je mène contre Tolkien. Parce que cette fin me bouleverse, mais sa morale, j'espère qu'elle n'est pas une réalité que Tolkien a inscrit sur papier sur base d'une vie. J'espère vraiment que moi, je n'aurai pas à partir vers le Valinor un jour et que je pourrais
revenir à la normale, quoi. Mais tu sais, à nouveau, hein, si on revient au fait que Tolkien, il a vécu la guerre, c'est logique et que c'est cohérent qu'il raconte ça. Alors oui et non, parce que Tolkien, il a toujours dit... Alors c'est très complexe, parce que qu'est-ce qu'un auteur par rapport à son œuvre? Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Le Seigneur des Anneaux sort post-guerre, que c'est un roman qu'il a écrit pour ses enfants qui étaient devenus adultes, mais surtout qu'il est dans une société beaucoup plus pacifiste, en tout cas en voie de pacification, avec Mhm. notamment les hippies. C'est les hippies sur les boulevards, sur les universités, les campus américains qui vont accueillir l'œuvre comme un message absolument anti-guerre, qui vraiment serait une fable écologique et tout. Et donc, c'est, en tout cas, à ce jour, le sens qu'on donne à l'œuvre. Or, Tolkien, c'est quelqu'un en réalité d'assez conservateur. C'est un catholique fervent qui n'a pas du tout l'image qu'on a de son œuvre. C'est quelqu'un qui l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de message caché dans Le Seigneur des Anneaux. Non, ça ne parle pas de la guerre, mais peut-être que ça a été fait de manière totalement inconsciente. N'en est-il que Le Seigneur des Anneaux et tout l'œuvre de Tolkien, c'est un geste d'amour. C'est un geste d'un père à ses enfants qu'il a voulu, Mhm. dès le plus jeune âge, avec les contes de Noël, puis avec Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, puis Le Seigneur des Anneaux, en tout cas, transmettre et véhiculer sans doute de belles valeurs. Par rapport à ce que tu viens de dire, bah, écoute, il y a toute une partie, premièrement, que je ne savais pas, mais ensuite, je trouve que de toute façon, ça ne nuit pas à la cohérence de l'histoire qui raconte de lui-même. Hmm. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas parce que tu as vécu la guerre et que inconsciemment ou consciemment tu le racontes dans ton histoire que les valeurs que tu veux transmettre, justement, ne sont pas des valeurs positives et que ce n'est pas que de l'amour, comme tu disais, que tu as envie de transmettre à tes enfants. Parce qu'au final, bah, c'est ce que tu disais au début avec One Piece, hein, c'est que c'est qu'est-ce qui reste de nous chez les autres Hmm. qui va compter, quoi, tu vois. Et donc oui, en soi, voilà, je trouve que tous les deux ont fait un métier dans la création et raconter des histoires. Je pense que tous les deux, bah, on prend n'importe laquelle de nos histoires, finalement, on va trouver un peu de nous dedans et de ce qu'on a envie de transmettre à un certain moment de notre vie. Donc, on est un peu des Tolkien, en On fait. est un peu des Tolkien et des Oda. Sans la Je guerre. rêve d'être un jour le Oda de quelqu'un, mais je doute d'avoir ce talent, malheureusement. Alors, on va tout doucement arriver à la fin. Et pour la fin, ben, on va se poser une question qui est très, très, très importante. En fait, est-ce que finalement, on arrive à devenir à un moment qui on est censé être et comment? Et pour ça, en fait, je voulais parler de certains nouveaux modèles ou héros ou choses comme ça. Donc, en gros, quand en fait on cherche un modèle, on va chercher quelqu'un qui va nous toucher émotionnellement. Et donc il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, qui ont montré qu'on va s'accrocher à des héros fictifs ou des personnes qui existent, hein, qui sont tangibles. Sauf que à notre époque aujourd'hui, Hmm. et là tu me vois pas venir avec ça parce que j'étais cherché loin, c'est que dans les modèles qu'on a, oui, on a des célébrités, mais on a aussi tout ce qui est influenceurs et streamers, et qui finalement, en fait, sont des personnages pseudo-fictifs, parce qu'on a une relation Mhm. parasociale avec eux. Ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Parfois, c'est idéalisé, etc. Et donc, on a beaucoup de gens qui vont se projeter dans un idéal qui finalement n'est pas complet. Et donc, parfois, ça va être pour un morceau de vie, pour passer un moment difficile. Mais la vraie question derrière, c'est est-ce que ces personnages-là peuvent vraiment nous apporter quelque chose dans notre vie à un certain moment, tout le temps? Est-ce qu'on peut prendre un modèle qui va nous rester toute notre vie ou est-ce qu'on va s'accrocher aussi à des morceaux de personnalité par-ci par-là et se dire, OK, ces personnages, qu'ils soient streamers ou un grand auteur ou un acteur ou un personnage qui est fictif et qui est juste un rôle joué par un acteur, est-ce que ça peut nous construire et nous aider à devenir qui on est? Bah, moi, j'ai un exemple assez clair, qui est un exemple qui a un peu moins de 3 ans, mais il y a un moment où je n'aimais plus le cinéma. J'avais plus envie d'en faire, j'avais plus envie d'en regarder, j'avais plus la force. J'avais vraiment une baisse dans mon rêve qui était très forte. Donc je me posais des questions, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? Et puis un jour, j'ai eu la chance de découvrir les films de Koreeda, qui est un réalisateur japonais qui a fait Shoplifters, Nobody Knows, enfin
des très beaux films et qui m'ont redonné le goût de l'amour, qui m'ont donné le goût et l'amour du cinéma, qui m'ont remis sur le droit chemin. Et c'est quelqu'un que je cherche absolument à rencontrer. J'ai même pris des phrases en japonais pour le lui dire, pour le remercier d'avoir su me redonner l'amour du cinéma. Parce que sans lui, je pense qu'en effet, il y aurait une partie d'Hippolyte qui ce jour-là serait morte, quoi. Et est-ce que à ce moment-là, tu pourras dire ça y est, je sais qui je suis le Coréda français, belge Moi, je fais des films pour que ça devienne les films préférés d'autres gens et qu'ils puissent aider des gens. Mhm. Tu vois, Mover, ça a été le cas. C'est un film qui a aidé des gens Ouais. à s'assumer en tant que personne LGBT. Ça a permis à des gens de faire leur coming out. Ça a permis à des gens d'expliquer à leur famille ce qu'était leur homosexualité. Ça a permis à des gens de comprendre à quel point c'était difficile de parler encore de ces sujets aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je fais des films. C'est pas, j'ai pas envie de parler de moi dans mes films. Je parle Mhm. très peu de moi. Je parle jamais de mes problèmes, de mes petits traumas à moi. J'essaye toujours d'aider les autres. Et je pense que c'est comme ça que je m'accomplirais, c'est en ayant aidé le plus de gens possible, comme Eiichiro Oda l'a fait à travers le monde avec One Piece. J'ai une dernière question pour toi, et c'est une question qui va conclure notre discussion. Si le hippo, celui qui est devenu le hippo d'aujourd'hui, pouvait parler à celui d'avant, qu'est-ce qu'il lui dirait? Au petit hippo, Ouais. courage ma gueule. Juste courage, ma gueule. Juste courage ma gueule. Tu lui spoilerais les 2 étoiles? Non, faut qu'il vive ça. Faut qu'il souffre. En fait, faut qu'il souffre pour apprécier les 2 étoiles. Ok, bah écoute, merci Hippo. On va tout doucement conclure cet épisode. Donc, bah, pour conclure, pour les popologues, bah voilà, hein, comme d'hab, on voit que la pop culture raconte souvent beaucoup de nous, de qui on est, que ça nous sert hein, à nous construire. Ça raconte pas forcément des histoires de héros extraordinaires, hein, donc comme on a vu avec Sam, mais on a surtout des histoires de personnes qui apprennent à devenir elles-mêmes, avec des belles métaphores parfois. Et elles nous rappellent tous quelque chose, que l'identité, trouver qui on est, c'est pas une réponse, c'est un processus, c'est un mouvement, c'est un voyage, c'est quelque chose de permanent. Et peut-être que devenir soi-même, c'est pas arriver quelque part, c'est plutôt de faire les pas petit à petit et continuer d'avancer avec les bonnes personnes en se débarrassant des mauvaises, en racontant la bonne histoire qu'on a envie de se raconter de soi, et parfois avec un petit peu plus de courage que la veille. Merci Hippolyte pour Merci à toi. cet épisode. Alors, on va parler un tout petit peu de ton actualité et on va faire des recommandations aux gens par rapport à la thématique du jour. Donc, pour l'instant, est-ce que tu peux nous parler des projets sur lesquels tu es? J'ai vu Non. que tu as... Mais il y en a quand même un que tu as annoncé sur Insta. Ouais, mais je peux pas. Enfin, en fait, j'en parle parce que c'est des amis, mais tu vois, mon Insta est pas fait pour être vu par des milliers de personnes. Ah, ok, ça va. T'as quand même beaucoup de followers, non? Ouais, je sais, mais ça me saoule. J'aimerais bien qu'il y ait personne sur mon Instagram. Arrêtez de me suivre. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous parler de tes dernières actus? Comme ça, les gens peuvent aller se replonger dans ton univers. Donc, tu as... Non, mais en vrai, là, actuellement, je travaille sur un long métrage qui se passe au Japon, qu'on espère pouvoir tourner dans les 2 années à venir, qui est un film qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un peu tout ce que j'ai envie de raconter au monde. Et si je m'arrête après ce film-là, c'est pas très grave. J'ai même tendance à considérer que la suite, ce sera du bonus. Mais voilà, comme vous le savez, les films, c'est très compliqué à faire. Ok. Où est-ce qu'on peut retrouver les films précédents que tu as déjà réalisés? Par exemple, Mother et Beyond the Alors, Seas. Moverse, le lien est dans ma bio Instagram, est disponible sur différentes plateformes de streaming en France, Bref Cinéma, en Belgique. J'ai oublié le nom, désolé, mais ils n'ont pas payé assez cher les droits pour que je m'en souvienne. Donc il est disponible gratuitement sur mon Instagram, les amis. Et Beyoncé aussi, malheureusement, on est dans un conflit de droits, donc pour l'instant, il est dispo absolument nulle part. Désolé. Ok, ok, ok. Et pour finir, on va passer aux recommandations culturelles sur la thématique du jour. Qu'est-ce que tu as envie de recommander à nos popologues? Par rapport au sujet du jour, j'aimerais bien recommander Berserk, parce que Berserk, c'est quand même le conte d'un héros traumatisé, profondément traumatisé, né des ténèbres. Enfin, vraiment, je pense, la pire des enfances possible, né d'une femme pendue, et qui pourtant réussit petit à petit à retrouver une certaine forme de lumière
jusqu'à ce qu'on la lui reprenne de manière absolument terrible. Mais au final, c'est vrai que c'est l'histoire de plusieurs personnages qui vont vivre des traumatismes et qui vont devoir apprendre à continuer malgré tout et avancer avec tout ce que ça implique. Courage à ceux qui vont lire Berserk. Bah, c'est une œuvre incroyable. En vrai, Clairement. l'animé est à chier, hein, je vous préviens, il faut vraiment le lire en papier parce que c'est une œuvre écrite à l'encre des ténèbres. C'est magnifique, hein, ça a vraiment sa place dans un musée, Berserk. Donc je vous encourage vraiment à lire le manga papier. Et Ouais. puis j'ai envie de dire que son auteur nous manque terriblement parce qu'il nous a quittés il y a très peu de temps, quoi. Et graphiquement, c'est une dinguerie. C'est Ouais. abusé, quoi. Alors, moi, je vais recommander des choses un petit peu plus lumineuses. Je vais recommander 2 choses. La première, c'est un jeu vidéo que je viens de terminer, que je n'avais pas prévu de recommander, mais que, comme je l'ai terminé avant-hier, finalement, je pense que c'est important de le partager parce que c'est aussi un petit récit. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Mixtape. Et Mixtape, en gros, c'est un jeu vidéo narratif avec des petites séquences jouables, hein. Donc, et ce jeu vidéo, en gros, ça raconte l'histoire de 3 potes, et on en suit une en particulier, qui, pour différentes raisons, va décider de quitter la ville où elle est née, où elle a sa bande de potes. Et finalement, le jeu, c'est juste les derniers moments qu'ils vont passer ensemble pour passer à autre chose. Le jeu, il est super beau, super poétique. Vraiment, il y a plein de fois où je voyais le jeu et je disais, putain, mais ça, si je fais un film, ce plan, il est trop bien, ce truc-là, il est trop bien fait, c'est trop bien raconté, ce truc-là et tout. Et c'est hyper touchant. Et bah, comme son nom l'indique un peu, donc Mixtape, c'est un jeu qui va beaucoup jouer sur la bande-son. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas dans le syndrome de Stranger Things, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça se passe dans les années 90 et qu'elle aime le rock qu'en fait on va avoir que les gros trucs des années 90. Il y a la plupart des sons, je les connaissais pas. J'ai tout chasamé parce qu'il y avait, enfin tout chasamé, beaucoup chasamé parce qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont plu dans ce que j'ai entendu. Et donc voilà. Donc un bon petit jeu vidéo très poétique, très très beau, avec une chouette petite histoire qui est très court, donc il se finit en quelques heures, je crois 5 heures c'est réglé. Donc je recommande ça. Et ensuite, la deuxième chose que je recommande, c'est la série Atlanta. Atlanta de Donald Glover est réalisée par Hiro Murai. Je vais parler surtout de Atlanta, qui raconte en fait l'histoire de Donald Glover, qui tout à coup s'improvise agent pour son cousin qui est rappeur, qui fait le buzz et qui au fur et à mesure des épisodes découvre en fait un petit peu plus qui il est vraiment, quelles sont ses capacités, de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il peut apporter au monde, son jugement sur le monde. Et je vous conseille vraiment cette série parce que même si c'est pas une série sur la construction de soi, c'est une série aussi qui raconte c'est quoi la société dans laquelle on doit se construire. Et ça, je trouve que c'est assez cool. Merci beaucoup, Hippolyte, d'être venu dans cet épisode. Donc, on a eu une longue discussion, c'était chouette, c'était très riche. On a pu aborder plusieurs œuvres. Donc, l'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais en même temps, on a parlé de 3 œuvres qui nous tiennent à cœur. J'espère que tu t'es plu. C'était cool. C'était trop bien. Merci cool. beaucoup. Merci. Merci pour cette séance de psy. Écoute, je te ferai un QR code. Donc voilà. Pour nos popologues, donc on va se retrouver beaucoup plus régulièrement, une fois par mois. Je ne sais pas encore le prochain épisode de quoi il va parler. Continuez à suivre l'Instagram de Popologie Podcast pour avoir l'actu. Donc, merci en tout cas d'être venu. Franchement, ça m'a fait vraiment super plaisir de te voir. Ça fait longtemps qu'on se suit et on n'a encore jamais eu l'occasion de vraiment discuter profondément de ce genre de trucs. Je sais même pas si dans la vie on fait ça en fait. Tu vois, vrai. donc voilà. Écoutez, les popologues, merci d'être restés jusque-là. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel épisode. En attendant, vous partagez l'épisode, vous likez l'épisode, vous mettez des étoiles sur Apple Podcast, vous les envoyez à tous les gens qui ont des oreilles et qui ont envie d'écouter un podcast. Et à bientôt. Merci d'avoir été là. Des bisous. Bisous, ciao.